Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la live santé de Lisa qui a lieu tous les lundis à 19h. Et puis joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, c'est vrai que bon, c'était Pâques un peu particulier vu qu'on n'était pas en famille cette fois. Je sais pas si vous fêtez Pâques d'habitude, mais bon en général, hein, qu'on soit croyant ou pas, ce qui n'est pas mon cas, en tout cas pas en ce qu'on nous dit. Je fête quand même Pâques avec la famille, donc là c'est un petit Pâques un peu particulier, mais c'est pas grave. Joyeuse Pâques quand même, et bienvenue à tous sur le live santé. Donc qui a lieu tous les lundis à 19h, et comme tous les lundis, je vais faire gagner à l'un des participants de ce soir mon e-book 4 règles pour retrouver santé et énergie avec un podcast. Et à toutes les personnes qui ont mon e-book et à tous les 1000 premiers lecteurs de mon e-book, on est, je crois, dans les 930, 940. Pour les 1000 premiers, je vous réserve un cadeau. Je suis en train de mettre ça en place. Vous allez bientôt savoir exactement ce qui se passe. Mais il y a un cadeau qui arrive. Donc, au cas où, essayez de faire en sorte de faire partie des 1000 premiers parce que ça va vite monter. Et je vous informerai un peu plus cette semaine. Je pense au plus tard, début de semaine prochaine, ça devrait être bon. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive ce soir, la personne qui sera tirée au sort fera partie des 1000 premiers. Et le but, c'est quoi? C'est que pour ceux qui me suivaient depuis très longtemps, mais il y a peut-être des nouveaux, je suis thérapeute en nutrition et naturopathie. Je dis toujours que mon dada, c'est la nutrition et je passe surtout par la nutrition pour accompagner les personnes qui me consultent. Et dans le but de démocratiser l'accès à la santé et à la nutrition, je vous partage mes connaissances de la manière la plus simple et la plus ludique qui soit, que ce soit à travers mes contenus, mes podcasts, mais aussi cet e-book, et puis de manière peut-être un peu plus approfondie à travers mes formations en ligne, notamment Iji que j'ai lancé il y a peu de temps. Voilà, comme ça vous savez tout si vous venez de me rejoindre. J'ai volontairement pas mis, coucou à tous, j'ai volontairement pas mis de petits questionnaires dans ma story aujourd'hui parce que j'avais eu tellement de questions la dernière fois que j'ai pas du tout eu le temps de les traiter dans le live de la semaine dernière. Donc du coup là, je vais essayer de continuer sur celle que j'ai eu la semaine dernière parce qu'il y en avait tellement. Donc voilà, je pense qu'on est déjà beaucoup, on est déjà plus de 100, donc je vais commencer direct avec les questions. Gros bisous à tous, merci beaucoup. Merci et bienvenue à tous. Merci d'être toujours hyper ponctuel. Alors, on va commencer avec une question qui était de Nuki qui m'avait demandé pourquoi est-ce mieux de cuire avec de l'huile de coco qu'avec de l'huile d'olive. En fait, de manière générale, les huiles végétales, voilà, ça c'est rien, c'est ma plaque qui déconne et qui sonne, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais en gros, toutes les huiles végétales, quand je dis huiles végétales, et notamment les huiles de tout ce qui est oléagineux, graines comme l'olive, les huiles de tournesol, les huiles de colza, les huiles de chanvre, etc. Ce sont des huiles qui vont s'altérer avec la chaleur. Donc elles vont avoir un point de fumage plus ou moins élevé. Et après, en fonction des omégas qu'elles contiennent, elles vont être plus ou moins fragiles et en fait leur structure moléculaire peut changer. Donc par exemple pour les huiles qui sont très riches en oméga 3 comme l'huile de chanvre, l'huile de cameline, l'huile de colza, l'huile de lin, c'est des huiles qui sont extrêmement sensibles aussi bien à la lumière qu'à la chaleur. C'est pour ça que il faut toujours les consommer très rapidement, les garder au frigo. Ensuite, il y a d'autres huiles comme l'huile de tournesol, vierge extraite à froid, l'huile d'olive, etc. En fait, l'huile de tournesol va avoir plus d'oméga 6, l'huile d'olive va avoir plus d'oméga 9, et après, elles vont avoir des points de fumage un petit peu différents. Le point de fumage de mémoire de l'huile d'olive, ça va dépendre, mais en général, on est entre 166 et 175, un truc dans le style. Donc, ça va pas être super bien de la faire monter à haute température. Moi, après, quand je fais des plats un peu méditerranéens, je cuisine à l'huile d'olive, mais à basse température. Donc, je mets ma poêle maximum à feu moyen. Je mets jamais feu fort avec de l'huile d'olive. Et dans tous les cas, si un jour mon huile d'olive se met à cramer ou à fumer, je la jette. Parce que là, la structure moléculaire change, ces acides gras deviennent trans, et en fait, c'est néfaste. C'est néfaste pour la santé. À l'inverse, avec les graisses qui sont saturées, comme l'huile de coco, on n'a pas du tout cet effet-là. On va vraiment, en fait, elles vont être très stables, en fait, aussi bien la lumière qu'avec de la chaleur. C'est pour ça qu'on va privilégier en nutrition santé des huiles saturées. Ça s'appelle l'huile de palme. Alors l'huile de palme aujourd'hui, on dit non parce qu'au niveau écologique, c'est une cata. Mais ça peut être aussi le ghee, qui est un beurre clarifié, ou l'huile de coco. Voilà, par exemple. C'est pour ça qu'on les privilégie. Ensuite, donc j'espère que ça répond à la question. Ça, j'avais répondu la semaine dernière sur est-ce qu'il fallait faire une purge avant un jeûne.
J'avais une question de qu'est-ce que le régime keto ou keto? En fait, c'est l'abréviation anglaise pour dire régime cétogène. Et le régime cétogène est un régime qui est très utilisé pour les personnes qui ont des pathologies inflammatoires, digestives, dégénératives, comme Alzheimer, Parkinson, certains cancers ou diabète de type 2, pour la simple et bonne raison que c'est un régime où il va y avoir, en fait normalement, déjà pour que vous compreniez, on devrait manger 15 à 20% de protéines par jour, puis on devrait manger à peu près 30-35 grammes de graisse par jour, puis le reste, donc 50-55% de glucides par jour, à peu près. Après, ça va varier en fonction des objectifs, de son état de santé, etc. Dans un régime cétogène, 60% des apports viennent des graisses. Ensuite, on va voir un peu les protéines et les glucides sont tout à la fin, mais vraiment le strict minimum en glucides et on ne dépasse jamais 100 grammes de glucides par jour. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime cétogène, pour moi, c'est un régime qui est thérapeutique, qui peut être bénéfique chez certaines personnes qui ont une pathologie avérée. C'est pas un régime que je recommande à suivre sur le long cours, même s'il y a la grosse tendance du régime cétogène, parce que si sur le coup on se sent beaucoup mieux, c'est comme tous les régimes thérapeutiques. Quand on fait une cure de cru, quand on fait une cure de jus, quand on fait un régime cétogène, quand on fait un régime paléo, quand on fait un régime vegan, etc., il y a toujours une phase où c'est un peu difficile au début, puis après il y a une phase de croisière où on se dit waouh, ça va bien. Mais le dénominateur commun de tous ces régimes, c'est qu'on va forcément enlever tous les produits transformés, on va enlever tous les aliments hautement inflammatoires, produits laitiers, gluten, céréales mutées, OGM, etc. On va toujours mettre au premier plan des aliments 100% naturels. Pour une personne qui a des sensibilités digestives, à partir du moment où vous enlevez les céréales ou que vous les diminuez au maximum ou que vous enlevez le gluten, vous avez toujours une amélioration, que ce soit le paléo, le régime cétogène, que ce soit une alimentation sans lectine, sans FODMAP, etc. On va toujours aller mieux, donc on se dit « Ouah, c'est super !» Par contre, le problème, c'est sur le long cours. Et moi, c'est ça que je constate, c'est que sur le long terme, pour avoir une vie sociale, pour pouvoir manger comme sa famille, pour pouvoir tenir sur le long terme, c'est pas une super solution. Donc moi, le régime cétogène, je l'utilise plus comme un régime thérapeutique, et encore, je l'adapte. Je pars plus sur des régimes paléo que des régimes cétogènes quand je suis en consultation. Et après, par contre, je rééduque. C'est chaud. Comment on fait pour s'hydrater? Comment on fait de l'eau de noix de coco? Pour ceux qui veulent s'hydrater plus que l'eau, Oui, c'est l'eau de noix de coco. Oui, je l'ai formaté en fait. Bois de l'eau de coco, mon chéri, c'est bien. Bon, bref, donc je disais que régime cétogène, ça va être bien pour des pathologies lourdes, un Parkinson, Alzheimer, intestin extrêmement irrité. C'est ça. Moi, vas-y, je bois un peu. Attends. Non. Donne, j'ai soif. Bonsoir internaute, ça va? C'est plaisir. Bon, on va y arriver. Alors, donc voilà pour le régime cétogène en gros, donc je pense que tu as compris un peu l'idée. Dans tous les cas, retenez que le dénominateur commun des régimes qui marchent, c'est éviction des produits transformés. Très souvent, quand il y a des pathologies inflammatoires, moins de céréales et surtout moins de céréales raffinées, moins de sucre bien sûr, des bons acides gras, des bonnes sources de protéines. Quand on a un intestin vraiment très inflammé, on va privilégier plutôt les protéines animales dans un premier temps. Et c'est des fruits, des légumes non traités. Donc on se retrouve toujours avec les mêmes dénominateurs communs et c'est sur ça que je mise plus que sur le régime tendance. Voilà. Moi, c'est... En fait, je vous le dis parce que j'ai 10 ans de recul. Pendant ces 10 ans, j'ai encore quelqu'un cette semaine qui me disait « Qu'est-ce que tu penses du régime sans lectine ?» C'est bien, oui, c'est bien quand on veut limiter l'inflammation, quand on veut du mieux-être parce qu'il y a une souffrance, il y a une pathologie, il y a un eczéma, il y a peu importe le truc. Mais à long terme, qu'est-ce qu'on fait pour réparer? Et puis, quelle est l'éducation vraiment nutritionnelle qu'il y a derrière en fait? C'est ça le plus important à retenir et c'est le piège dans lequel on peut tomber. Moi, il y a 10 ans, les régimes d'éviction, c'était ouais, trop bien, la nouveauté, le truc, et puis on regarde. Puis en fait, dans les faits, on se rend compte que
Ce qui marche, c'est comme je vous le disais, plus de naturel, des ratios qui conviennent mieux. Après, on est tous différents. Donc, c'est pour ça que c'est important d'expérimenter différents régimes, différentes diètes pour voir ce qui nous convient. Et puis surtout, ce qui nous convenait il y a 2 ans, ça ne nous convient pas forcément aujourd'hui, ni ça ne nous conviendra peut-être pas dans 2 ans, parce qu'on change. Donc, il y a vraiment tout ça à en prendre en compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie aussi de beaucoup inculquer aux élèves de IJ. Voilà. J'ai vu passer pas mal de questions. Y a-t-il une corrélation entre alimentation et psoriasis? L'alimentation va toujours avoir un rôle à jouer. L'alimentation ne fait pas tout, attention. Sur le psoriasis, on est quand même sur quelque chose qui est très 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 en lien avec la gestion émotionnelle. Donc il faut vraiment travailler cet aspect-là aussi. Les intestins, oui. Soigner le foie, oui, clairement. Mais on va éviter d'intoxiquer le foie davantage avec une mauvaise alimentation. On va éviter de rajouter des médicaments, des pilules contraceptives, des toxiques, un excès de toxines endogènes, un excès de toxines exogènes au niveau du foie. Donc les cures hépatiques vont être bénéfiques. Avoir une bonne alimentation et anti-inflammatoire, ça va être important aussi. Mais l'alimentation ne fera pas tout selon moi. Il faut une prise en charge vraiment globale, un drainage des émonctoires et une gestion émotionnelle. Et pour les ados qui grossissent, alors je ne sais pas quelle est la question exacte en fait, et pour les ados qui grossissent, qu'est-ce que tu veux dire? Après, c'est un peu normal de prendre du poids quand on est ado. Il y a un boom hormonal qui fait qu'il y a parfois, c'est un petit peu comme les femmes avant nos règles, on a plus faim, on peut avoir des pulsions de certains aliments. Il y a tout un équilibrage qui se fait en fait, donc c'est très souvent normal de prendre un petit peu de poids, puis après ça se rééquilibre, donc faut pas avoir trop peur des ados qui grossissent. Mais après, c'est sûr que si c'est 10 kilos de plus, bon, là non, en effet, il y a quelque chose à revoir dans l'alimentation. Et ne serait-ce qu'une nutrition santé fera son effet. Ça bug. Ouais, j'ai un réseau complètement pourri. Alors, ouais, j'ai pas un super réseau. J'espère que ça va aller. Alors, je continue avec les petites questions. Comment prendre du psyllium dans le cas d'un syndrome du côlon irritable? Alors, moi, le psyllium, ce que je conseille en général, c'est de prendre une cuillère à soupe, ou dans une compote ou dans un verre d'eau, et de boire cul sec juste avant d'aller se coucher. Parce que le psyllium va aider en fait le balai intestinal à faire son travail durant la nuit et ça va aller justement un petit peu à la fois régulariser les selles. Alors le psyllium, on dit souvent que ça régularise les selles, c'est-à-dire que s'il y a de la diarrhée, ça va améliorer, s'il y a de la constipation, ça va améliorer. Moi j'ai quand même quelques cas en consultation où ça a aggravé les diarrhées. Donc on n'est pas tous pareils. Je pense qu'il faut commencer, s'il y a un intestin très irritable avec des diarrhées, moi, je partirais plus sur de l'argile que sur du psyllium. Voilà, donc après, je sais pas quel est ton cas, mais sinon, en général, les recommandations, c'est une cuillère à soupe le soir au coucher avec un verre d'eau. Voilà. La nice cream, bien que healthy, peut-elle être consommée régulièrement? Tu veux dire la glace, c'est ça? Je sais pas si c'est ça ta question. En tout cas, Astre, j'ai une question. La Nescream, bien que healthy, alors je comprends pas très bien la question. Est-ce que c'est une marque? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que tu parles des glaces? Je rebondis quand même au cas où. Au niveau des glaces, ça reste des aliments qui vont éteindre le feu digestif. Donc ça, c'est un truc qu'on n'aime pas trop en Ayurveda, mais même en naturopathie de manière générale. La glace, en été, en dehors des repas, pourquoi pas, à la limite. C'est occasionnel, c'est de temps en temps, on va pas casser 3 pattes à un canard pour ça. Par contre, la glace en fin de repas, il n'y a rien de pire parce que ça coupe le feu digestif, ça coupe la digestion, donc c'est vraiment pas top. Comment tu utilises l'argile? L'argile, en fait, si vous en prenez par rapport à des diarrhées, par rapport à des gastro, etc., il faut que vous preniez un verre et une cuillère en bois, vous prenez un verre d'eau filtré, vous mettez une cuillère, avec votre cuillère en bois toujours, il ne faut pas de métal ni de plastique. Vous prenez une cuillère d'argile, vous versez l'argile dans l'eau et vous mélangez. Idéalement, ce que vous faites, c'est que vous laissez, donc dans un premier temps, quand on fait une cure d'argile, vous laissez toute la nuit votre argile descendre au fond du verre d'eau. Et le matin à jeun, vous ne buvez que l'eau argileuse. Vous ne buvez pas l'amas d'argile au fond. Et cette argile-là, vous la rincez avec de l'eau et vous l'achetez aux toilettes. Sinon, vous allez boucher vos canalisations. En fonction, on peut augmenter. C'est-à-dire que pendant une semaine, on peut boire l'eau argileuse. La semaine suivante, on va remélanger le matin
laisser descendre l'argile et boire. Et la 3e semaine, on va tout mélanger le matin et boire cul sec. Ça fait une bonne cure d'argile pour aller nettoyer les intestins, pour aller un petit peu kélater les toxines. Par contre, c'est plus quelque chose que je recommande à des gens qui ont tendance à avoir des diarrhées ou à avoir des selles un peu liquides. Ou alors en cas de gastro ou autre, et ben là ça peut être bien, on peut faire 3 verres d'argile dans la journée jusqu'à l'amélioration de l'état des selles. Voilà. Que penses-tu de la purge de l'huile de ricin? Alors j'ai répondu la semaine dernière de mémoire, parce que j'ai vu la question dans les premiers trucs. Je vais répondre ce que je réponds toujours. C'est-à-dire que faire une purge à l'huile de ricin, ça reste quand même quelque chose de très violent. Et on a très souvent tendance à vouloir nettoyer, alors que déjà, nettoyer un corps qui est dévitalisé, il n'y a rien de pire. C'est pour ça que moi, je conseille toujours de commencer par intégrer une nutrition santé de base, avec de la chrononutrition, pour optimiser la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, le niveau d'énergie, limiter les envies de sucre, s'assurer qu'il y ait les bons neurotransmetteurs sécrétés au bon moment. Donc je vais vraiment optimiser déjà au niveau nutritionnel pour s'assurer que la personne elle soit déjà à peu près OK quand elle commence sa cure. Parce que le problème, c'est que quand on fait une cure, que ce soit une purge, que ce soit un jeûne, que ce soit la cure André Moritz, donc c'est la cure Clark pour le foie, une purge au ricin, comme préconise beaucoup Irène Grosjean, pour les intestins, etc. On va demander énormément d'énergie au corps pour faire ces purges. Et très souvent, en fait, même si sur le moment on est soulagé, droit derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre nos vieilles habitudes alimentaires. Et peut-être que ces vieilles habitudes alimentaires ne sont pas optimales. Parce qu'il n'y a pas assez de protéines, peut-être. Parce qu'il n'y a pas assez de fibres. Parce qu'il n'y a pas assez de légumes verts. Parce qu'il n'y a pas assez de vivants. Il n'y a pas assez de graines germées, peut-être. Il n'y a pas assez de probiotiques naturels. Il n'y a pas assez de... Ou il y a trop de sucre, ou trop de graisse trans, etc., etc. Donc, faire une purge, si derrière l'alimentation n'est pas optimale, personnellement, je ne vois absolument pas l'intérêt. Et encore une fois, pendant 10 ans, comme ça revient un peu comme je vous parlais pour les régimes d'éviction, au début, on est très friand de ce genre de choses. Les régimes d'éviction, les cures détox, les purges, les machins. Et j'ai commencé par ça aussi, à tester 1 milliard de trucs. Mais en fait, dans les faits, ce qui marche le mieux, c'est optimiser l'alimentation. Optimiser et s'assurer qu'on a une alimentation le plus tip-top possible, au moins 80% du temps. Au moins 80% du temps. Une fois que ça c'est fait, là on va commencer à se poser la question de tiens, j'ai envie de faire une cure, j'ai envie d'aller plus loin, je vais faire un petit drainage hépatique, ou tiens, je vais faire une détoxication hépatique, ou alors au printemps, je vais prendre des tisanes pour drainer mes 5 émonctoires, ou je vais prendre de la sève de bouleau. C'est, encore une fois, je vous renvoie à mon IGTV que j'ai fait sur la détox. 1, on limite les entrants. 1, on optimise la nutrition. 2, on limite les entrants. Et seulement après, on pense purge, etc., etc. Et je pense sincèrement que 90% des gens qui m'écoutent ont déjà avant tout un travail à faire au niveau de la nutrition, plutôt qu'aller penser à des purges de ricin, sincèrement. La purge de ricin, c'est vraiment... pour moi, c'est pas la priorité. Voilà. Je fais ta formation et depuis, j'ai des super cheveux. Yeah. C'est bien, ouais, c'est fou en fait, alors qu'on est qu'au module 1. Et dans le module 1, justement, c'est ça, c'est que je vous apprends à optimiser votre nutrition, ne serait-ce qu'avec l'aspect chrononutrition et l'aspect nutrition santé. Après, on va plus loin parce qu'on intègre la vision naturopathique, on intègre la vision holistique, on va limiter aussi les toxiques, c'est-à-dire qu'en fait, dans IG1, je parle pas de détox. Par contre, le module 4 va déjà être une détox en quelque sorte parce que je vais vraiment vous enseigner comment limiter au maximum ce qui nous pollue dans l'alimentation. Même dans le module 2, on va en parler. Bref, vous verrez. Après, j'avais une question justement, je crois que je l'ai vu passer par rapport à la peau sèche. La peau sèche peut être en lien avec un manque de vitamine B. Il y a beaucoup de carences en vitamine B qui peuvent être source d'une peau sèche, de problèmes au niveau des cheveux également, de perte de cheveux ternes, etc. Et en fait, les vitamines B, quand on regarde les quantités dont on aurait besoin, et quand on regarde, d'ailleurs, même moi, ça m'a fait une piqûre de rappel quand je travaillais sur la formation, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on a quand même des besoins vachement accrus, assez élevés quand même en vitamine B. Et au final, il faudrait manger des tonnes. Alors, mis à part si vous mangez des abats ou du foie régulièrement, en général, c'est plutôt rare. C'est assez difficile d'avoir nos quotas de vitamine B. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le pollen.
le pollen frais. J'aime beaucoup le germe de blé, c'est bourré de vitamine B également. Les algues sont bourrées de vitamine B. Donc je pense que c'est... déjà, il y a ça, et je pense que c'est important de se supplémenter en ces super aliments-là pour s'assurer de ne pas avoir de carence. Après, par rapport à la peau sèche, on va retrouver aussi tout ce qui est zinc, ongles, tout ce qui est cheveux, ongles, etc. Mais notamment les problèmes de peau, ça peut être une carence en zinc. Et le zinc, alors l'huître c'est magique parce qu'en fait, l'huître elle est bourrée de zinc. Les moules vont en contenir aussi, le jaune d'œuf, pareil, germe de blé, on va en retrouver. Qu'est-ce qu'on va avoir? Dans le pollen, il y en a également un petit peu du zinc. Donc, c'est important aussi d'être vigilant à ce que vous mangez et d'identifier les potentielles carences que vous pouvez avoir pour vous assurer d'aller chercher là où il faut. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a une carence peut-être en zinc ou en vitamine B, de vous complémenter déjà en super aliments pour remonter un peu tout ça. Par rapport à la peau sèche, ce qu'il y a aussi quand même, c'est les manques d'acides gras. Si vous manquez d'oméga 3, d'oméga 6, notamment de certains dérivés d'oméga 6 qui sont le GLA, donc vous en retrouvez dans l'huile d'onagre, dans l'huile de bourrache par exemple, ou si vous consommez des oméga 6 en assez grande quantité et que... en fait, c'est un peu complexe. Je vais reprendre quelque chose que j'avais fait en interview avec Marco Poichiche, où tous les Zigis qui sont là vont pouvoir aussi vous l'expliquer. Quand vous mangez des oméga 3 et des oméga 6, que ce soit des oméga 3 végétaux, et ça me fait penser que je réponds à une question en même temps par rapport aux oméga 3, et que ce soit les oméga 6, qui soient végétaux ou animaux, mais les oméga 6 qui viennent des animaux sont à éviter parce que c'est de l'acide arachidonique qui est pro-inflammatoire. Les oméga 6 et les oméga 3 végétaux, le corps peut les transformer ou en EPA, DHA pour les oméga 3, c'est-à-dire des acides gras qu'on va normalement retrouver que dans les produits animaux, notamment les poissons. Mais le corps peut les transformer sous certaines conditions. Et idem pour les oméga 6. Si vous consommez des oméga 6, par exemple des graines de tournesol, par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir en courant et en sain? Le soja contient des oméga 6 également, les amandes, tous les oléagineux en fait, les amandes, les noix du Brésil, etc. vont contenir en différentes proportions des oméga 3, 6, 9 en fonction des oléagineux. Donc l'olive, ça va être surtout des oméga 3, tournesol, ça va être surtout olive, ça va être surtout des oméga 9, tournesol, ça va surtout être des oméga 6, lin, chanvre, ça va surtout être des oméga 3 par exemple. Mais le corps peut transformer des dérivés comme le GLA très bénéfique à la peau ou le DGLA qui est un très bon anti-inflammatoire si il a suffisamment de certaines vitamines, notamment les vitamines du groupe B, notamment la vitamine C, mais aussi du magnésium, mais aussi du zinc. Parce que grâce à tous ces micronutriments, on va avoir des sécrétions de certaines enzymes. Alors ça a des noms un peu à couper au couteau, on les appelle des delta 6 désaturases, delta 5 désaturases, bref, peu importe. Et grâce à cette synergie nutritionnelle, on va pouvoir nous-mêmes métaboliser grâce à nos apports alimentaires certains acides gras. Maintenant, s'il y a des carences en magnésium, en zinc et si on manque de ces certaines enzymes, le GLA qui est très très bon pour notre peau, on ne va pas pouvoir le métaboliser. Donc là, la complémentation va être nécessaire. Mais vous voyez, ça vous montre à quel point il est important de comprendre la synergie nutritionnelle. C'est-à-dire que je vois 2 noix de Brésil par jour. Oui, les 2 noix du Brésil par jour vont être bénéfiques pour le sélénium, par exemple. Ça va apporter 100% des apports journaliers en sélénium qui est un antioxydant. Mais si vous manquez d'un maillon dans la chaîne, c'est tout qui part en cacahuète en fait. Donc c'est pour ça que la nutrition, c'est vraiment quelque chose qui se doit d'être holistique et que, comme je le dis aux élèves IJ, mais même aux personnes qui me consultent, quand on commence à prendre des compléments alimentaires, on joue un peu aux apprentis sorciers. Parce qu'en fait, il y a une synergie dans l'aliment qu'on ne va jamais avoir dans un complément alimentaire. Et donc forcément, moi je vais toujours chercher à optimiser la nutrition au maximum avant de penser complément, parce que ou il n'y aura pas de résultat, ou va y en avoir, mais parce qu'il n'y a pas l'amélioration au niveau nutritionnel, ça veut dire quoi? Qu'on est dépendant du complément tout le temps. Donc voilà, c'est important d'avoir tout ça en tête. Alors, les taches blanches sur les ongles sont des micro-lésions. Les taches blanches sur les ongles sont aussi des carences.
Des carences en zinc, ça c'est assez courant quand même. Et moi qui suis très sujette à la carence en zinc, parce que je dois en surconsommer certainement, je le vois tout de suite. Je le vois immédiatement, c'est que j'ai vite des taches blanches qui apparaissent sur les ongles. Et dès que je me complémente un petit peu, que je fais attention à mes apports, hop, j'en ai plus pendant un certain temps. Donc, ouais, alors ça peut être des lésions, bien sûr, mais ça peut aussi être des carences. Quelle est la différence entre la purée d'amande et la purée de cacahuètes? Bah, ça va être les apports qu'elles vont avoir en fait. La purée d'amande, elle va être très bénéfique dans le sens où elle va apporter beaucoup de magnésium, de calcium. On en aura moins dans la purée de cacahuètes. La purée de cacahuètes, elle est un peu plus riche en oméga 6 que la purée d'amande. Et surtout, elle est beaucoup plus riche en protéines. Enfin, beaucoup plus riche. Oui, elle est plus riche elle est beaucoup plus riche en protéines. Apparemment, il n'y a plus de son. Je pense que le réseau m'en veut aujourd'hui. Que peux-tu conseiller pour stopper les démangeaisons du cuir chevelu avec le cuir chevelu qui desquame? Ça peut être fongique ce que tu as. Ça peut être fongique. Donc il faudrait travailler déjà au niveau intestinal. Tu as peut-être une prolifération fongique, une candidose, quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose à équilibrer au niveau de l'intestin. Et après, ce que tu peux utiliser, hop. Et après, ce que tu peux utiliser, c'est de l'extrait de pépins de pamplemousse en interne et en externe. J'aime pas trop donner les conseils comme ça parce que c'est pas sûr que ce soit ça. Est-ce que c'est ton cuir chevelu qui démange? Est-ce que c'est en lien avec un psoriasis? Est-ce que c'est en lien avec un eczéma? Est-ce que tu as des pellicules et du coup ça peut être des champignons? Tu vois, il faudrait voir, il faudrait un peu creuser avec un naturo pour comprendre la cause de ton problème. Mais souvent, quand c'est des pellicules et juste que ça gratte, ça peut être en lien avec quelque chose de fongique, un champignon. Quelle est ton alternative à l'eau en bouteille? Alors, par rapport à l'eau en bouteille, moi, j'utilise actuellement le système Berkey parce que c'est le système que je voulais tester. Il y a un système qui est intéressant dont je parle dans le e-book également. En fait, il y a plusieurs systèmes à osmose inverse qui permettent de purifier l'eau. Celui dont je vous parle dans le e-book, c'est le moins gourmand en eau. Parce que quand on fait de l'osmose inverse pour purifier l'eau, on va forcément perdre quelques litres d'eau au passage. Donc c'est embêtant, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour filtrer l'eau. Maintenant, moi je voulais aussi quelque chose qui puisse me permettre de... Voilà, en situation, je sais pas, d'urgence ou pour filtrer l'eau de pluie ou pour le transporter plus facilement aussi et ne pas avoir forcément une installation à faire sur son robinet ou autre, ben, je voulais tester le système Berkey et j'en suis très satisfaite parce que j'ai fait le test avec le colorant rouge à l'intérieur et ça marche très très bien. C'est-à-dire que ça filtre tout et je le vois aussi avec ma bouilloire parce que ma bouilloire, elle est en verre, donc je vois tout de suite les dépôts calcaires, etc. Et avant, je faisais même avec j'avais un filtre à charbon en fait avant. Quand je mettais mon eau filtrée au charbon dans la bouilloire, au bout de 2-3 fois, elle était toute blanche, etc. Là, je peux être 3 semaines, faire 3 semaines de thé, l'eau est impeccable et la bouilloire est impeccable. Donc pour moi, c'est aussi gage de confiance. D'autant plus que le système Berkey garde les minéraux. Après, je sais qu'il y a un concurrent qui a un nom un peu similaire. J'ai pas creusé encore, mais bon, c'est... Dans tous les cas, en regardant tout, il n'y a pas de système parfait, apparemment. Mais on fait au mieux et je pense que Berkey, on est quand même déjà très 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 bien. Voilà. Allez, je vais prendre une dernière petite question. Parce qu'apparemment le réseau est pas fou. Comment savoir quelle quantité d'aliments il faut consommer afin d'être dans les apports conseillés? Bah écoute, c'est un peu complexe, c'est vrai, c'est un petit peu complexe parce que si tu n'es pas formé à ça, c'est compliqué. C'est pour ça que dans EG1, j'ai fait tout un module là-dessus pour que les gens comprennent quels sont les aliments les plus riches en telle ou telle vitamine, en tel ou tel minéraux, et quels sont les dosages recommandés, comment les consommer. Après, de manière générale, ce que tu peux te dire, c'est que déjà, si tu adoptes une nutrition santé, pas de produits transformés, pas de produits raffinés qui sont des calories vides, c'est-à-dire que ça apporte des calories, il n'y a pas de nutriments dedans. Déjà aujourd'hui, nos aliments sont beaucoup moins riches en nutriments qu'il y a 70 ans. C'est-à-dire que
Quand on compare les années 1950 et aujourd'hui, on a des apports en nutriments qui se sont complètement amoindris. Donc si en plus on mange des aliments qui n'apportent pas de nutriments, on se tire vraiment une balle dans le pied, quoi. Donc au final, il faut vraiment faire en sorte que tout ce qu'on met dans notre bouche, tout ce qui nous constitue notre alimentation, doit apporter des nutriments, des micronutriments, des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, etc., etc. Donc 1, nutrition santé, pas de produits transformés, etc. 2, ça va être justement de faire appel à des super aliments qui sont très riches en nutriments. Les algues sont super riches en nutriments. D'ailleurs, les algues, j'ai oublié de le préciser la semaine dernière, mais par rapport à l'iode, les algues fraîches vont être très riches en iode. Donc pour les personnes carencées en iode, ça peut être intéressant. Et en même temps, il ne faut pas en abuser non plus. Trop d'iode est néfaste aussi. Donc on va être sur par exemple une petite poignée d'algues fraîches par jour, ou alors si on consomme une grande quantité d'algues fraîches, c'est notre quantité pour la semaine par exemple. Par contre, on n'a pas ce problème pour les algues sèches, parce que l'iode est un minéral qui s'évapore en fait. Donc dans les algues sèches, on aura très peu d'iode, et surtout, on n'aura pas de risque d'en surconsommer. Par contre, les algues vont apporter des acides aminés, des minéraux, des vitamines de toutes sortes, et notamment les vitamines B, donc c'est un super aliment hors pair. Donc algues, pollen, levure alimentaire ou nutritionnelle pour ceux qui la tolèrent, sinon germe de blé, la spiruline, également très riche en vitamine B, en certains nutriments. C'est des petits aliments d'appoint comme ça, où il suffit d'en manger 1 ou 2 cuillères par jour. Les graines germées également, 1 à 2 cuillères à soupe par jour. C'est déjà quelque chose qui permet de potentialiser. Et puis après, c'est l'étude des symptômes. Tiens, quelles sont mes envies alimentaires? Tiens, quels sont mes symptômes? Et ça permet aussi, ou que ce soit, je ne sais pas si tu fais G1, mais sinon tu as le détail dans G1, ou si quand tu vas consulter, tu peux leur dire, voilà, j'ai tel et tel symptôme, ça donne la puce à l'oreille en général au naturopathe ou au nutrithérapeute de la carence potentielle que tu peux avoir. Voilà les amis, donc j'espère que j'ai pu répondre aux quelques questions. Je vois qu'il y a toujours plein de questions qui se rajoutent, mais voilà. Thyroïde et algues, c'est pas un problème, la thyroïde elle a besoin d'iode. En fait, je mets des algues séchées sur les pâtes. Ouais, ça c'est très bien. La thyroïde a besoin d'iode et on a tendance à manquer d'iode. Donc, idéalement, il vaut mieux consommer des algues fraîches de temps en temps ou alors consommer des algues sèches qui ne vont pas apporter beaucoup d'iode, mais qui par contre vont apporter tous les nutriments nécessaires et tous les cofacteurs pour faire en sorte que cette synergie nutritionnelle aussi opère. Ok ? Là où les algues fraîches vont être peut-être néfastes, c'est en cas de traitement pour la thyroïde. Si on vous a prescrit de la teinture d'iode, où on dose à la goutte près, tellement c'est puissant, on va éviter de rajouter des algues fraîches pour éviter tout déséquilibre. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Voilà. En tout cas, je vous remercie les loulous. Je vais faire le petit tirage au sort comme d'habitude. Je suis un petit peu moins longtemps parce que je crois que ce soir il y a Macron qui parle. Moi je n'ai pas la télé, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit apparemment. Et puis j'ai pas un super réseau. Donc apparemment il y a pas mal de coupures si j'ai bien compris. Alors oui, j'ai juste une petite question. Super, merci beaucoup. C'est quand que sort le module 2 IG? Alors très bonne question. Par rapport au module 2, je suis en fait les avancées en communiquant avec chacun d'entre vous. C'est-à-dire que la promo 1 de IG1, donc les élèves qui font partie de la promo 1, sont les élèves avec qui je module la formation. Donc en fonction de leur retour, de leurs attentes, de leurs petites suggestions, etc., je module la formation au fur et à mesure. Et là, je vois qu'il y a encore une grande partie des élèves de la promo 1 qui en est à peu près la moitié du module 1. Donc, on ne va pas attendre tout le monde, sinon il y en a beaucoup qui vont être frustrés. Mais j'essaye de faire en sorte que la majorité avance en même temps, parce que puisque j'ai besoin de la promo 1, et c'était ma promesse à la promo 1 quand vous vous êtes inscrit, que j'allais moduler cette formation avec vous, j'ai besoin quand même qu'une grande majorité passe en même temps au module 2 pour du coup me faire part de leur retour, pour que je puisse répondre à leurs questions, que je puisse approfondir si besoin, etc. etc. Donc là, vu comme c'est parti, dans tous les cas de ce que j'ai compté, c'est que pour le module 1, il faut au strict minimum 6 à 7 semaines pour intégrer et mettre en pratique tout ce que je vous recommande. Donc normalement, les premiers chapitres du module 2 sortiront fin avril. Voilà, je pense que ça sortira à ce moment-là. Comme ça va laisser à tout le monde le temps de bien avancer et on pourra continuer tous ensemble. Team One, yeah
on pourra continuer tous ensemble vers le module 2. Voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres questions pour le IG, mais je pense que c'est tout bon. Allez, tirage au sort les loulous. Donc, si jamais je tire au sort, je le précise à chaque fois, mais c'est important. Si jamais je tire au sort une personne qui a déjà mon e-book, comme la semaine dernière par exemple, elle peut choisir une personne dans le live, si elle le souhaite. Elle peut choisir un de ses proches, un collègue, un ami, qui elle veut. Il suffit juste de m'envoyer le prénom et le mail de la personne en message privé sur Instagram. Et comme ça, je pourrai l'ajouter aux personnes qui sont lectrices du e-book avec tous les bonus qui vont avec. Voilà. Et la personne tirée au sort, c'est Chloé Amy. Chloé.amy, félicitations. Tu as gagné mon e-book. Donc tu as le e-book. Tu as un podcast en bonus où je réponds à toutes les questions des lecteurs pendant 40 minutes. Et tu as 20 recettes aussi pour mettre le pied à l'étrier en nutrition santé. Donc 4 règles d'or où tu verras J'ai plein de retours super positifs sur cet e-book. C'est vrai que même moi, quand je l'ai relu, je me suis dit, c'est vrai que je partage énormément de choses. Donc pour commencer en nutrition santé, franchement, il n'y a rien de tel. Donc félicitations à toi. Donc écris-moi, comme ça je t'envoie tout. Et puis merci à tous pour votre présence, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre live. La semaine dernière, je n'ai pas eu le petite info importante. La semaine dernière, j'ai pas eu la petite flèche qui me permet de partager ma story, de l'enregistrer et de la mettre sur YouTube. Donc j'ai fait une capture d'écran pendant 40 minutes de mon téléphone pour récupérer le live, enfin bref. Donc c'est pas un truc que je pourrais faire toutes les semaines parce que ça me demande un boulot et énormément de temps, enfin un boulot dingue. Donc là je vais voir, on va faire le test. Et si j'arrive à le télécharger, évidemment je vous tiens au courant et je mettrai le replay sur YouTube. Sinon, ce replay est disponible pendant 24 heures comme d'hab sur Instagram. Voilà. Bisous les amis, à tout bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous.